Bonjour à tous, dans ce nouveau dossier, nous allons parler des tremblements de terre et de leurs effets souvent dramatiques, comme par exemple les tsunamis. Alors contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les séismes ne sont pas aussi rares que cela. Bien sûr, ceux dont on entend parler sont les plus puissants, les plus dévastateurs, mais il faut savoir que chaque jour, on enregistre des milliers de séismes sur la planète. Oh, ce sont des tout petits tremblements que les populations ne ressentent pas ou à peine. Bref, la Terre tremble en permanence. Alors commençons à creuser un peu le sujet, si j'ose dire. Alors où se passent les tremblements de terre? Pour quelles raisons la Terre craque-t-elle, se fissure-t-elle à certains endroits et pas à d'autres? Et pourquoi un tremblement de terre peut-il provoquer un tsunami? Pour tout comprendre, je vous invite justement à descendre dans les profondeurs de la Terre, ou à l'étage juste en dessous, si vous préférez. Ça alors, je ne savais pas que la Terre était toute fissurée. Eh oui, la petite voix. La surface du globe terrestre est composée d'une douzaine de grands morceaux. On les appelle les plaques tectoniques. Elles s'encastrent les unes dans les autres comme les pièces d'un puzzle et forment l'enveloppe superficielle de la Terre, épaisse de 100 km en moyenne. C'est la lithosphère. D'accord, mais quel est le rapport avec les séismes? Pour le comprendre, observons le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres. Regarde, tout se passe dans les profondeurs de la Terre. Ici, précisément, dans l'asténosphère, épaisse de 600 km. La chaleur y est très élevée et les roches sont donc ramollies. Par endroits, elles deviennent plus légères et remontent. En s'approchant de la surface, ces roches refroidissent lentement, s'alourdissent et redescendent. Ce lent circuit, appelé mouvement de convection, entraîne le déplacement des plaques à la surface de la croûte terrestre. C'est la tectonique des plaques. Les plaques se déplacent donc comme un tapis roulant. Elles apparaissent d'un côté et disparaissent de l'autre. Exactement. Et ça, sans jamais s'arrêter. Elles se déplacent de quelques centimètres par an, parfois jusqu'à 10 centimètres. À certains endroits du globe, les plaques s'éloignent les unes des autres, comme ici. Ce sont des zones dites d'accrétion. Du magma remonte alors en surface, durcit et crée une nouvelle croûte. On en trouve par exemple au milieu de l'océan Atlantique ou de l'océan Pacifique. Mais la majorité des gros séismes se produit dans les zones dites de subduction. Là où, par exemple, une plaque océanique plus dense et plus lourde glisse sous une plaque continentale. Mais pourquoi ça tremble? Eh bien, si en profondeur, les plaques chaudes et visqueuses glissent en permanence les unes contre les autres, à la surface, en revanche, ça coince. Il y a beaucoup plus de frottement. Les roches de la croûte terrestre accumulent donc de l'énergie et se déforment comme un élastique. Quand les tensions sont trop importantes, la plaque atteint un point de rupture et casse brutalement. C'est le tremblement de terre. Ce coulissage brusque entre deux plaques crée alors une faille qui peut se faire sur un plan vertical, une partie du sol se retrouve alors plus haute que l'autre, ou sur un plan horizontal, ce qu'on appelle un décrochement. Et parfois, les deux en même temps. Eh ben, il n'y a plus qu'à espérer que ça n'arrive qu'en mer. Détrompe-toi. En cas de séisme sous-marin, le fond océanique peut se déformer sur plusieurs milliers de kilomètres carrés en s'effondrant ou en s'élevant. La masse d'eau située au-dessus se met alors en mouvement. Une série de vagues se crée et gagne en intensité au fur et à mesure qu'elles se rapprochent des côtes. Quand elles atteignent le continent, elles se transforment en tsunamis. Dans l'océan Indien, l'île de Sumatra et ses alentours sont non seulement connus pour le tourisme, mais aussi pour la forte activité sismique. Sumatra, donc, c'est une des grandes îles de l'archipel de l'Indonésie. Ça se trouve sur une grande zone de subduction, qui est une des grandes zones de subduction mondiales dans l'océan Indien en particulier. Donc une plongée d'une plaque océanique qui est la plaque indo-australienne qui se rapproche du sud-est asiatique à des taux de 5 à 6 cm par an. Cette zone de subduction donc, produit régulièrement des séismes de magnitude 8+, et encore plus rarement des magnitudes 9. Malgré cette forte activité sismique, une partie de la zone de subduction située au nord de l'île de Sumatra n'avait pas rompu depuis près de 2 siècles. On parle de lacune sismique. Il était donc possible qu'un tremblement de terre survienne ici. Alors le 26 décembre 2004, effectivement, il y a un séisme qui s'est produit sur cette zone de lacune.
Sauf que la rupture a débordé de cette zone de lacune et en fait a été extrêmement étendue sur plus de 1000 km, 1200 km de long. Du coup, cette rupture du 26 décembre 2004 a produit une magnitude de 9,1, 9,2. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était le premier séisme depuis 40 ans sur la planète qui était enregistré avec ce niveau de magnitude. La rupture sous-marine majeure a provoqué une importante déformation au fond de la mer et donc un tsunami qui s'est propagé dans tous les océans. Le tsunami part dans toutes les directions, mais il y a une focalisation dans une direction qui est perpendiculaire à la faille, en gros. La faille est presque nord-sud, ici, au niveau du nord de Sumatra. Donc les impacts sont maximum dans la direction vers Sri Lanka, vers la Thaïlande. Et très rapidement, en 2 heures, la Thaïlande, Sri Lanka sont atteintes par des hauteurs de vagues supérieures à 5 mètres en moyenne à la côte. Puis le tsunami va remonter l'Atlantique quelques heures après et sera observé, par exemple, au Brésil, il était encore très fort, au-delà du mètre dans certains ports. Malheureusement, les systèmes informatiques de l'époque n'étaient pas adaptés pour calculer la magnitude exceptionnellement élevée du séisme. Elle a donc été sous-estimée à 8,5 durant les premières minutes. Donc ce qui a fonctionné le 26 décembre 2004, c'est que le système en place depuis les années 60 dans le Pacifique a détecté le séisme et a essayé, donc a caractérisé très rapidement, justement avec une magnitude de 8,5, a vu qu'il y avait un potentiel de tsunami quand même qui pouvait se produire et a essayé d'appeler, de contacter des autorités nationales autour de l'océan Indien. Du fait que le système n'était pas opérationnel, il y a eu des communications assez compliquées et les messages ne sont pas forcément arrivés jusqu'au niveau des populations et du littoral. Donc ce qui s'est passé, c'est la catastrophe qu'on connaît avec pratiquement 200 000 victimes sur cette catastrophe majeure, plus de 100 000 déjà au niveau de Banda Aceh. Et en 2 heures, Sri Lanka, Thaïlande, des zones extrêmement touristiques qui sont aussi touchées et avec le nombre de victimes qu'on connaît. Donc cet événement du 26 décembre 2004, il est majeur parce qu'il y a une prise de conscience finalement du manque de système d'alerte au tsunami pour cette partie du monde. Donc il a été décidé dès 2005, très rapidement début 2005, d'aller vers une mise en place de systèmes équivalents pour tous les bassins océaniques potentiellement exposés. Donc l'océan Indien, les Caraïbes et l'Euro-Méditerranée. Richter, ça vous dit quelque chose? Vous savez, l'échelle de Richter, on en entend souvent parler lorsqu'il y a un tremblement de terre. Mais bien souvent à tort, car cette échelle de Richter, qui certes reste une grande découverte pour évaluer la magnitude d'un séisme, n'est plus, et de loin, l'échelle la plus utilisée par les sismologues. Tout cela pour vous dire que la sismologie est une science en pleine évolution et qu'elle ne cesse de progresser depuis les théories de la dérive des continents et de la tectonique des plaques qui remontent au début du XXe siècle, mais qui n'ont été confirmées que dans les années 1960. Voici l'évolution de cette science encore toute jeune au fil du temps. Notre belle planète bleue n'a pas toujours été composée de 6 continents. Au début du XXe siècle, c'est ce que pense Alfred Wegener, un météorologue allemand frappé par l'emboîtement exact des côtes de l'Atlantique comme celles de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. En janvier 1912, il propose donc une théorie pour expliquer l'origine des continents et des océans actuels. Selon lui, il y a environ 250 millions d'années, tous les continents étaient réunis en un bloc unique, la Pangée. Ce supercontinent se serait ensuite fragmenté en plusieurs morceaux, s'éloignant les uns des autres. C'est ce qu'il appelle la dérive des continents. Pour appuyer sa théorie, Alfred Wegener regroupe des arguments géologiques et paléontologiques. Il remarque notamment que des fossiles de plantes et d'animaux identiques et du même âge sont présents de chaque côté de l'océan Atlantique. Sur certaines parties des continents, il observe aussi d'anciennes traces de glaciation. Ces indices laissent penser que tous les continents n'en formaient qu'un. Toutefois, il ne parvient pas à expliquer le mécanisme qui se cache derrière le déplacement des continents. Alfred Wegener a démontré qu'il est possible d'étudier la Terre autrement en combinant les données de plusieurs disciplines scientifiques. Ah, la Californie, ses plages, le soleil et ses séismes. En 1935, Charles Francis Richter et Benno Gutenberg, 2 géologues américains, tentent de comparer les séismes californiens entre eux.
Le problème, c'est qu'à cette époque, les échelles utilisées ne permettent pas de comparer les séismes les uns par rapport aux autres. Ces échelles se basent uniquement sur les dégâts observés pour déterminer l'intensité d'un tremblement de terre. Mais cette intensité varie selon le lieu où l'on se trouve. Par exemple, un séisme ne produira pas les mêmes dégâts s'il survient en ville ou dans un désert. Insatisfaits, les deux géologues mettent donc au point une nouvelle échelle, la fameuse échelle de Richter. Des sismographes enregistrent les vibrations du sol, les ondes sismiques. Grâce à l'amplitude des ondes mesurées et à un calcul mathématique, les scientifiques obtiennent une valeur reflétant l'énergie libérée à la source du tremblement de terre, c'est la magnitude. Ils parviennent alors à comparer les séismes californiens entre eux, c'est une avancée majeure. Modeste, Francis Richter préférait parler d'échelle de magnitude. Après la Seconde Guerre mondiale, certains navires militaires sont utilisés par les scientifiques pour explorer le monde sous-marin. Des nouvelles technologies comme les échosondeurs sont installées sur les bateaux pour cartographier et mesurer la profondeur des océans. Les données prouvent entre autres l'existence de chaînes de montagnes au milieu des océans, les dorsales océaniques. Dès 1962, le géologue américain Harry Hammond Hess suppose que le plancher des océans est formé en continu le long de ces dorsales. Il s'éloigne de part et d'autre avant de disparaître dans les fosses des océans. Le terme d'expansion océanique voit le jour. En 1963, les deux géophysiciens Frederick Vine et Drummond Matthews apportent une preuve supplémentaire en mesurant le magnétisme au fond des océans. Ils remarquent que les minerais de fer contenus dans les roches océaniques sont orientés soit vers le pôle nord, soit vers le pôle sud au fur et à mesure que l'on s'éloigne des dorsales. Les deux scientifiques y voient là un lien avec les inversions périodiques du champ magnétique terrestre qui se sont produites au cours de l'histoire de la Terre. Selon eux, le plancher océanique se crée donc en continu au niveau des dorsales et les roches mémorisent le champ magnétique de la Terre présent au moment de leur formation. À la fin des années 60, le géophysicien William Jason Morgan rassemble les dernières découvertes sur l'expansion océanique et la sismicité des fosses océaniques. En 1967, il propose un découpage de l'enveloppe terrestre en plusieurs blocs rigides en mouvement les uns par rapport aux autres. La même année, le terme de bloc sera remplacé par celui de plaque. Après une conférence à laquelle participe Jason Morgan, Xavier Le Pichon, un géodynamicien français, propose un découpage de la lithosphère en 6 grandes plaques dont les limites correspondent aux zones d'activité sismique. Il parvient même à calculer les vitesses de ces plaques et retracer leur position sur près de 120 millions d'années. Il reconstitue donc la création progressive des océans. Finalement, c'est en 1970 que l'on parlera de théorie des plaques, puis de tectonique des plaques. En expliquant comment se sont formés les océans et les continents actuels, cette théorie a révolutionné l'histoire des sciences de la Terre. Un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Les journaux d'information, à la radio ou à la télévision parlent souvent de cette échelle très populaire. Pourtant, de nos jours, ce n'est pas la plus utilisée par les sismologues. Et oui, l'échelle de Richter est historiquement adaptée au séisme californien, mais elle ne l'est pas pour les autres régions du monde. En plus, elle ne serait précise qu'au cours des séismes proches des stations sismiques. On parle donc de magnitude locale. Afin de mieux comparer les séismes du monde entier, d'autres types de magnitudes font alors leur apparition en 1936 et 1956. En 1977, Hiro Kanamori, membre de l'Institut de technologie de Californie, propose donc un nouveau type de magnitude, la magnitude de moment. C'est cette échelle qui est aujourd'hui la plus utilisée pour comparer les séismes entre eux. En théorie, elle ne connaît pas de limite, mais pour l'instant, la magnitude la plus élevée enregistrée est de 9,5 au Chili en 1960. De grands défis attendent la sismologie, une jeune discipline scientifique. Aujourd'hui, la surface du globe terrestre est surveillée en permanence par des réseaux de détecteurs.
Avec environ 50 à 100 mesures par seconde et par station de détection, les scientifiques cherchent à développer des systèmes informatiques associés à des supercalculateurs pour automatiser et extraire efficacement les données pertinentes. Les sismologues s'intéressent aussi aux faibles perturbations enregistrées par les sismomètres. On parle de bruit. Leur analyse aiderait à connaître plus finement la composition interne de la Terre. D'autres phénomènes intriguent les scientifiques, comme les séismes lents. Dans les zones de subduction, le glissement entre les plaques tectoniques est parfois progressif et l'énergie se libère sur plusieurs semaines. Les chercheurs souhaitent donc comprendre le lien avec les séismes plus violents pour mieux prédire le risque sismique. Les défis sont encore nombreux, mais le but principal est de pouvoir un jour prédire les séismes. Malheureusement, aujourd'hui, il n'existe encore aucune méthode de prédiction fiable. Alors quand on entend parler d'un tremblement de terre ou d'un tsunami à la télévision ou à la radio, il y a des mots qui reviennent toujours, comme par exemple magnitude, épicentre ou encore onde sismique. Des mots dont le sens n'est pas forcément très clair pour tout le monde. Si c'est votre cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, n'est-ce pas la petite voix? Mais on va arranger ça tout de suite. Magnitude, intensité, épicentre. Oula, moi je m'y perds. Reprenons la petite voix. Généralement, les séismes se produisent à la frontière de deux plaques tectoniques. Le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres crée localement des frottements qui les obligent à se déformer. Elles accumulent donc de l'énergie jusqu'à la rupture brutale. C'est le séisme. Ah oui, je me rappelle maintenant. Mais alors où se trouve le point de départ? Ici, le long de la faille, là où la rupture a débuté et l'énergie s'est libérée. On parle d'hypocentre. Il est généralement localisé entre 10 et 60 km de profondeur. D'accord. Mais à la radio, eux, ils parlent d'épicentre. L'épicentre, c'est le point de départ du séisme vu de la surface. Tu peux le situer sur une carte car il est exactement au-dessus de l'hypocentre. Et pourquoi s'intéresser à l'hypocentre? Lors d'un tremblement de terre, une partie de l'énergie est libérée depuis l'hypocentre sous forme d'ondes sismiques. Elle se déplace dans toutes les directions. La plus rapide, l'onde de compression, étire et comprime successivement les sols qu'elle traverse. Tiens, écoute, elle crée aussi ce grondement caractéristique d'un séisme. L'onde de cisaillement, moins rapide, avance en ondulant de haut en bas, un peu comme une corde que l'on secoue. La direction et la vitesse des ondes peuvent être modifiées quand elles traversent un sol plus ou moins dense. Je parie qu'elles sont utiles pour calculer la force du séisme. Ces ondes sismiques sont détectées par des capteurs très sensibles, placés à plusieurs endroits sur la Terre. Ce sont les sismomètres. Ils enregistrent, entre autres, la durée et l'amplitude des ondes. En s'éloignant de l'hypocentre, les ondes vont généralement s'atténuer. Elles peuvent donc être moins destructrices. Grâce à l'amplitude, il est possible de calculer l'énergie libérée par le séisme et d'en déterminer la magnitude. En théorie, elle oscille sur une échelle ouverte. Pour l'instant, la magnitude la plus forte observée ne dépasse pas 9,5. Mais alors, plus la magnitude est élevée, et plus le séisme est destructeur. Attention, il ne faut pas confondre la magnitude et l'intensité du séisme. L'intensité mesure les effets produits par le tremblement de terre, notamment l'importance des dégâts sur les constructions. Cette intensité varie selon le lieu où l'on se trouve et elle s'évalue sur une échelle qui peut aller de 1 à 12. Par exemple, un séisme qui détruit pratiquement toutes les structures correspond au niveau 12. Quelle catastrophe! Holy crap! Oh my God, look at that! Au Népal, le 25 avril 2015, un séisme a frappé le pays près de la ville de Gorkha. Mais que se passe-t-il dans cette région du monde? Le Népal, c'est une zone très sismique aussi, sur cette zone de convergence, qui voit régulièrement des séismes forts arriver et être destructeurs, comme en avril 2015 lors du séisme de Gorkha, qui est un des séismes majeurs du Népal, de magnitude 7,8. C'est un séisme qui a fait plusieurs milliers de victimes sur notamment la zone de Katmandou, où il y a un bassin, une vallée, qui a particulièrement vibré pendant le séisme. Dans cette vallée, les fortes secousses ont déstabilisé le sol, entraînant des glissements de terrain et des coulées de boue
dans les heures et les jours suivant le tremblement de terre. On parle d'effet induit. Il y a plusieurs effets induits possibles suite à ces secousses. Déjà, on a certaines zones, comme la vallée de Katmandou en 2015, qui vont bouger plus que d'autres zones, parce qu'elles sont plus meubles, voilà, ça bouge plus facilement. On a aussi des fortes pentes qui peuvent se déstabiliser et donc faire des écroulements, des éboulements de terrain, des chutes de falaises, des avalanches de boue, etc., des avalanches aussi tout court. C'est des choses qui sont régulièrement observées quand on a des forts séismes en zone à fort relief, comme au Népal. On a aussi sur certaines zones et des sols particuliers, la mise en vibration de ces sols-là fait qu'on a ce qu'on appelle des phénomènes de liquéfaction. Le sol se met à bouger sur des mouvements rapides assez particuliers qui font que le sol devient comme liquide. Donc même si le bâtiment n'est pas détruit par la secousse, par contre, le fait que le sous-sol se liquéfie, il va être complètement affaissé et peut même aller jusqu'à tomber par ce phénomène-là. Donc ça, c'est les effets induits classiques des séismes en domaine terrestre. Malheureusement, ces effets induits sont très difficiles à prévoir. Au Népal, les scientifiques s'intéressent avant tout aux traces laissées par les tremblements de terre passés pour mieux connaître l'histoire de la sismicité de la région. Certains séismes, les séismes les plus forts, se produisent parfois tous les milliers d'années. Et là, souvent, pour les étudier plus en détail, on va avoir recours à ce qu'on appelle la paléosismologie, c'est-à-dire l'étude des séismes et de leurs effets inscrits dans le sous-sol sédimentaire. Et très souvent, les très grands séismes au-delà des magnitudes 8,5, 9, on a des ruptures majeures qu'on peut retrouver dans le sous-sol avec des périodes anciennes de plusieurs milliers d'années antérieurement. Et au Népal, c'est un des chantiers privilégiés pour remonter aux ruptures des derniers millénaires, on va dire. En 1906, la ville de San Francisco aux États-Unis a été secouée par un violent tremblement de terre de magnitude de 7,8. On estime qu'il a tué plus de 3000 personnes et la ville a été détruite à 80% par le séisme, mais aussi par les incendies provoqués par la rupture des canalisations de gaz. Et c'est bien cela que redoutent aujourd'hui les Californiens, un nouveau séisme destructeur, le Big One. Le Big One, c'est l'événement majeur qui intervient dans une zone tectoniquement active et qui a un cycle de plusieurs centaines ou milliers d'années. On a une idée du cycle à l'échelle globale, donc est-ce que c'est 100 ans, est-ce que c'est 300 ans, est-ce que c'est un millier d'années, tout dépend de la taille. Néanmoins, de manière précise, pour l'instant, personne n'est en mesure de dire ce sera demain et ce sera à tel endroit. Pas très rassurant ce méga-séisme à venir. Et pourquoi la Californie est-elle particulièrement concernée ? La Californie, elle est à la frontière entre deux plaques, donc la plaque pacifique sur la gauche et la plaque de l'Amérique du Nord à droite. Et ces deux plaques bougent l'une par rapport à l'autre dans un mouvement horizontal de coulissage. Alors, ce système de failles s'étend sur l'ensemble de la Californie, depuis même l'île de Vancouver au nord, ça fait plus d'un millier de kilomètres. Et donc des séismes ont lieu régulièrement sur ce système de failles. Même si personne ne sait avec précision où se produira le Big One, la faille de San Andreas est celle qui a historiquement produit les séismes les plus importants. En attendant, pour étudier plus finement les séismes, les Américains ont installé un vaste réseau sur le territoire, c'est l'USAREI. Mais à quoi ça sert ? L'USAREI, c'est un projet d'instrumentation de grande ampleur sur l'ensemble des États-Unis pour mieux connaître la structure des terrains, la manière dont les ondes sismiques se propagent. Mieux on connaît la manière dont les ondes se propagent, mieux on est en mesure de caractériser finement les sources sismiques, donc les tremblements de terre. Entre 2004 et 2013, c'est donc plus de 400 stations sismiques qui ont été déplacées progressivement de l'ouest vers l'est des États-Unis. Elles restaient en place 2 ans avant d'être déplacées. Bon, aujourd'hui, il n'existe pas de recette miracle pour dire, avec précision du moins, qu'un tremblement de terre va se passer à tel endroit et à tel moment. Alors comment protéger les populations contre les risques d'un séisme? Comment les préparer? Comment les informer? Voici quelques-unes des questions que nous avons posées à nos experts.
Pour protéger sa population et donner l'alerte rapidement en cas de tremblement de terre, le Japon a donc mis en place des dispositifs de détection sophistiqués. C'est l'un des pays les plus avancés au monde dans ce domaine. Ils ont mis beaucoup de moyens déjà pour déployer des réseaux de capteurs de sismomètres sur tout le territoire. Récemment, dans les dernières versions, depuis une dizaine d'années, il y a des capteurs pratiquement tous les 50 km sur tout le territoire. Donc c'est des réseaux extrêmement denses qui, dès qu'il y a une secousse, détectent quelque chose et qui sont reliés automatiquement en temps réel vers les centres d'alerte. Donc là, ils ont en plus, et là ils sont les seuls au monde à avoir développé ce niveau-là, de capacité d'alerte, ce qu'on appelle l'alerte précoce. Donc la faculté de détecter très rapidement le démarrage d'un séisme et de calculer pour des sites potentiellement exposés à quel moment vont arriver les deuxièmes types d'ondes sismiques, donc les ondes à partir des ondes S, qui sont les plus destructrices. Et ça, c'est très important pour prévenir les gens très rapidement, en quelques minutes, et éventuellement aussi arrêter des systèmes industriels vulnérables, ou arrêter des ascenseurs, arrêter des trains, arrêter des centrales nucléaires aussi, ça existe. Et ce système-là, dans la dernière version, il existe depuis une dizaine d'années et il repose aussi sur des communications extrêmement robustes, jusqu'à d'ailleurs la communication vers le citoyen via les téléphones portables. Donc aujourd'hui, les Japonais ont dans la main un système qui leur dit tout de suite il y a eu un séisme à tel endroit, en gros, mettez-vous sous les tables ou voilà, prenez les bonnes précautions d'usage. Voilà. Ça, c'est une bonne idée, une application pour se protéger des séismes. Le succès de l'alerte précoce repose notamment sur des systèmes automatisés, mais aussi sur une diversité de capteurs répartis à travers tout le pays. Et la particularité aussi au Japon, c'est qu'il y a eu un gros effort pour déployer des capteurs en mer, donc au fond de la mer. Et là, les projets actuels, donc tout n'est pas encore déployé, mais les projets actuels, c'est de faire passer entre la zone la fosse de subduction et la côte, toute une zone de câbles sous-marins qui vont aussi comporter des sismomètres, des capteurs de pression pour enregistrer des tsunamis très rapidement, etc. Donc là aussi avec une densité très très forte. Donc tous ces réseaux-là vont participer à de l'alerte qui va être de plus en plus fine dans les années qui viennent. Qui dit séisme dit aussi existence potentielle d'un tsunami. Pour se protéger, la France s'est donc dotée en 2012 d'un centre d'alerte au tsunami, le CENALT. Il surveille toute la zone euro-méditerranéenne, de l'ouest de la Méditerranée jusqu'au nord-est de l'Atlantique. Mais quelles sont les zones en France les plus menacées par les tsunamis? Les zones où peuvent se générer des tsunamis dus à des séismes sont essentiellement le nord de l'Afrique au niveau de la marge, ce qu'on appelle la marge algérienne en particulier, qui est assez sismique, et également au niveau de l'Italie potentiellement, et de ce qu'on appelle la mer Ligure, donc au large de la Côte d'Azur, entre France et Italie. Ça, ces zones-là ont déjà, dans le passé, généré des tsunamis importants qui peuvent avoir des effets sur les côtes françaises, avec des hauteurs d'eau, au pire, qu'on pourrait redouter proches du mètre sur les plages, c'est-à-dire potentiellement des inondations locales sur les plages, des effets de tourbillons, de remous, de courants forts dans les petits ports, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut redouter et c'est pour ça qu'on travaille. Sur la côte atlantique, on a des sources un petit peu plus éloignées, mais beaucoup plus aussi fortes potentiellement, notamment la zone du séisme de Lisbonne en 1755, qui là implique des séismes très forts de magnitude 8, voire un peu plus, qui génèrent des grands tsunamis transatlantiques, où à nouveau on aurait des hauteurs proches du mètre, potentiellement sur certains sites. En Bretagne aussi peut-être. Les côtes métropolitaines françaises sont donc surveillées en permanence. Alors la mission du CENALT, c'est d'alerter les autorités de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur français dès lors qu'un événement se produit dans la zone qu'on étudie, qui pourrait générer un tsunami pouvant être observé sur les côtes françaises et peut-être faire des dégâts. Le premier message qui est diffusé par le CENALT doit sortir en 15 minutes après l'occurrence du séisme. Donc c'est un temps très très court de réaction pour en fait analyser les données sismiques essentiellement et caractériser le séisme. C'est ce qu'on appelle l'alerte montante. Ensuite, la chaîne de l'alerte, c'est l'alerte descendante, où les messages, à partir des messages envoyés au ministère de la Sécurité civile, on va prévenir les populations, les autorités locales, le littoral, pour organiser des évacuations et prévenir les populations. Il faut que tout soit réglé en moins d'une heure. Donc ce message en 15 minutes est vraiment une contrainte très forte pour prévenir les autorités très rapidement après un séisme.
C'est pourquoi une personne est présente 24 heures sur 24 pour analyser les données envoyées en temps réel par les réseaux de capteurs présents dans toute la région surveillée. Et à quoi ressemble une alerte sismique et tsunami? Donc là, vous avez le point rouge, c'est la zone qui est très rapidement localisée pour le départ de ce séisme. Et ensuite, les cercles bleus et jaunes sont les propagations des différents types d'ondes sismiques. Donc vous allez voir qu'elles atteignent progressivement les différents capteurs sismiques. Donc ça, c'est une information essentiellement sismologique. Et c'est vraiment le travail dans les premières minutes, c'est ça. Recueillir ces données des différents capteurs et les analyser. Ensuite, au-delà du message à 15 minutes, si un tsunami est effectivement généré, on va s'appuyer sur un réseau de marégraphes, donc qui sont des capteurs de la variation du niveau de la mer au niveau des ports, pour surveiller s'il y a eu une génération de vagues et potentiellement donc observer déjà dans quelques ports. L'intérêt, c'est de mesurer sur ce trajet très lent les premières hauteurs de tsunami, pour aussi prévenir les sites les plus distants des arrivées ultérieures possibles. Pour les futurs calculs qu'on veut mettre en place au CNALT pour faire la prévision des effets, des amplitudes, évidemment, l'idéal serait d'avoir des données, ce qu'on appelle au large, donc plus près du séisme, avoir déjà une estimation des hauteurs d'eau voilà, dans les premières minutes après le séisme. Ça, aujourd'hui, c'est des dispositifs qui n'existent pas dans notre région d'études. Bon, alors voilà, si ce dossier vous a plu et si vous voulez nous aider, surtout, n'hésitez pas à partager, à liker, à tipper, à mettre les pouces bleus, bref, à diffuser l'Esprit Sorcier partout autour de vous. Et on se retrouve bientôt sur l'espritsorcier.org et sur notre chaîne YouTube, l'Esprit Sorcier officiel. Ciao!